tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites et on va tenter de ne pas trop répéter. Je voudrais dire d'abord évidemment que c'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir pour la troisième session ce colloque qui au départ s'appelait Écriture et technologie, ce qui légitime ma présence ici au départ de ce colloque, puisque écriture et puis la deuxième année lecture, on était dans des problématiques disons plus littéraire, mais on a rapidement évolué et c'est maintenant le colloque Écritech que donc nous avons inauguré avec le CRDP de Nice il y a 13 ans et qui est devenu, comme vous l'a dit Michel Autombre, un colloque d'envergure nationale, voire internationale, il faut l'espérer, restons modestes, et puisqu'il est aussi porté par la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui a beaucoup contribué à cette manifestation. Il est porté par l'inspection générale, il est porté par le CNDP, le CRN-CNDP, et puis aussi que nous accueillons de nombreux collègues d'autres académies que je souhaite saluer ici. Des chercheurs, des cadres éducatifs, des enseignants, beaucoup d'enseignants, que je remercie chaleureusement, bien sûr, de nous avoir rejoints. Une pensée particulière pour Michel Autombre, qui conduit cette initiative avec la ténacité et l'énergie que nous lui connaissons tous. Mais également, je tiens à saluer les équipes du rectorat de Nice, la Matisse, André Marquand en particulier, le service de la formation continue, la DAC, les inspecteurs pédagogiques qui sont présents ici, honoraires et en activité, je le précise, les honoraires étant particulièrement actifs, qui se sont d'ailleurs donné beaucoup de mal pour l'organisation même de ces journées. Et puis enfin, tous ceux que je ne peux pas citer, mais qui ont travaillé, qui ont œuvré dans l'ombre pour cette organisation. Je me réjouis également de la présence à mes côtés de mon collègue Jean-Louis et complice Jean-Louis Durper, qui est, vous le savez, inspecteur général du groupe EVS, mais qui est particulièrement engagé dans le dossier de l'éducation à l'information et de la documentation, et qui a donc accepté cette lourde responsabilité d'être le grand témoin de ces journées, c'est-à-dire ce qui veut dire que c'est à lui qu'incombera la tâche d'en tirer les conclusions, chose difficile puisque nous sommes encore dans la prospective, dans les tâtonnements, dans le doute, et que tirer les conclusions de ces 2 journées sera sans doute un moment, comment dire, acrobatique mais passionnant. Voilà, et puis je remercie l'université de nous accueillir dans ces locaux et de donner à cette manifestation toute l'ampleur qu'elle mérite. Bien, passons maintenant au contenu. Quelques remarques et intuitions plutôt que véritablement une problématique cette année. Il s'agit donc pour nous de poursuivre la réflexion que nous avons engagée sur l'usage des supports numérisés dans l'enseignement, support, c'est-à-dire écran d'ordinateur, tableau numérique interactif, etc. Et notamment de réfléchir sur l'évolution des modalités d'apprentissage de la lecture et de l'écriture en cette époque de grands bouleversements, pour ne pas dire de rupture, je préfère l'idée de métamorphose ou de bouleversement culturel et sociétal que constitue le déploiement des technologies numériques. Déploiement qui s'effectue d'abord dans la société, dans l'espace social, privé et public, mais qui se généralise aussi dans les établissements scolaires, et c'est ça qui nous intéresse, et donc dans les classes, de plus en plus rapidement. À chaque changement d'outil, à chaque changement de support, quelque chose bouge dans l'éducation. De nouveaux gestes éducatifs, de nouveaux gestes tout simplement, de nouvelles postures se mettent en place, de nouvelles tendances aussi, plus ou moins durables, qui se font jour. Elles ne sont parfois que passagères, on le sait, mais d'une façon ou d'une autre, elles interrogent nos pédagogies, elles bousculent nos organisations, elles nous posent même de vrais problèmes parfois, et elles risquent, ou bien elles ont des chances, d'infléchir nos pratiques. Ces outils sont-ils porteurs d'innovation et de progrès, ou sont-ils source de perturbations pour les élèves et les professeurs? Il faut quand même se le demander. Un peu les deux sans doute.
Ce qui est certain, c'est qu'il est difficile pour nous, comme l'a dit Jean-Yves Capul, pour les responsables éducatifs, de faire l'économie d'une réflexion collective autour de ces objets. Une réflexion donc qui associe les chercheurs, les collègues, professeurs bien sûr, mais aussi les chercheurs, les universitaires, nos partenaires des collectivités, nos partenaires culturels aussi, les industriels et les éditeurs qui sont pour certains présents ici. Et particulièrement quand on se trouve confronté à une croissance aussi rapide, à un engouement comme celui que connaissent aujourd'hui les supports mobiles et tactiles, pour les caractériser, que sont les tablettes. C'est donc aux tablettes numériques que nous avons choisi de consacrer ce séminaire cette année, pour essayer de dresser un premier bilan des expérimentations qui sont conduites actuellement dans les académies. Je tiens à préciser, à compléter ce que Jean-Marc Mériot vous a dit. Il y a des expérimentations du réseau CERN-CNDP, mais aussi, Jean-Marc, des expérimentations conduites par les CETIS dans les académies, qu'il ne faut pas oublier, hein, qui sont très actifs aussi sur ce sujet. C'est donc important de le rappeler. Et donc, nous allons aussi tenter non seulement de faire un premier bilan, mais essayer d'analyser ce qui est en train de se passer dans les classes du point de vue des usages scolaires émergents. Peut-être pas des usages scolaires tels qu'ils vont se pérenniser, mais au moins de ce qui est émergent. Avec les tablettes, il me semble qu'il faut se poser une nouvelle question. On se pose en tout cas une nouvelle question. Au-delà de la plus-value sur les apprentissages, comme on dit traditionnellement, expression d'ailleurs qui recouvre beaucoup de réalités, puisqu'on parle à la fois des terminaux, des applications, des contenus, des ressources, de l'accès à Internet. Quand on parle d'outils numériques, c'est bien que parfois on ne sait plus très bien de quoi on parle. Mais donc au-delà de cette plus-value des outils numériques, il semble qu'il faut en plus nous demander si ces nouveaux supports mobiles ne modifient pas à leur tour notre approche du numérique. Notre approche du numérique dans le cadre scolaire. Il faut réfléchir en particulier à l'articulation de ces supports avec les autres, à leur complémentarité ou à leur contradiction avec les autres outils et dispositifs mis en place. Je sais que dans les ateliers, c'est une question qui va être posée, enfin qui se pose d'ailleurs dès la présentation, c'est-à-dire comment l'arrivée de ces nouveaux supports redistribue, recompose à nouveau le paysage des environnements numériques. Comment, avec les TNI, avec les environnements numériques de travail, avec les manuels numériques, les classes qu'on appelait mobiles déjà, ou bien les classes pupitres qui existent encore, comment tout ça se réorganise. Et pour cela, il faut tenter de comprendre ce qu'il peut y avoir de spécifique à cet outil, qui fascine à ce point les élèves dès leur première prise en main. Ce qui les motive instantanément en donnant l'impression d'une fluidité, d'un naturel, d'une ductilité dans l'usage, dans l'appropriation qu'ils peuvent en avoir. Les tablettes ont quelque chose de plus intime, de plus personnel, de plus familier aussi que les autres appareils, qui les rapprochent des téléphones mobiles, mais qui les place aussi dans une apparente continuité avec d'anciens supports plus traditionnels que nous avons connus avant le numérique. Le carnet, l'agenda, le livre, on l'a dit tout à l'heure, l'ardoise dont elles réinvestissent certaines fonctionnalités qui nous amènent à réinventer leurs gestes. Et dans une continuité certainement en partie imaginaire, en tout cas il faudra nous interroger à ce sujet, mais qui a pour effet que les enseignants les intègrent plus aisément à leur scénario pédagogique, les intègrent plus aisément aux situations de travail en classe, et que les élèves semblent totalement désinhibés dans leurs usages. Il n'en va sans doute pas de même pour les éditeurs qui, eux, se disent qu'ils vont devoir inventer de nouveaux produits, de nouvelles ressources éducatives, adaptées à ces supports, soumises aux normes, aux systèmes d'exploitation conçus par les constructeurs et pour d'autres usages que l'école. Mais peut-être que les choses ne sont sans doute pas si simples pour nous non plus.
En tout état de cause, il faut nous demander si les imaginaires, j'insiste sur cette notion d'imaginaire, qui sous-tendent les usages induits par ces objets, qui donnent l'impression donc de nous rapprocher d'anciennes habitudes, correspondent vraiment à la réalité de nos gestes, ou s'ils n'ont pas été simplement construits. Si les discours qui accompagnent ces pratiques et nous obligent à faire le grand écart entre tradition et innovation ne cachent pas en fait des dépendances supplémentaires et ne risquent pas de sacrifier la réflexion pédagogique au bénéfice d'une réflexion plus technique, chronophage et superficielle parfois, et dont les résultats restent encore incertains. Autrement dit, il est possible qu'on ait affaire, avec l'arrivée des tablettes numériques dans les classes, à un nouveau changement de paradigme pédagogique. J'emprunte l'expression à notre collègue Pierre Meuglin, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présent aujourd'hui pour prononcer tout à l'heure la conférence inaugurale. Mais il est possible aussi bien, que nous soyons victimes d'une nouvelle mode, captifs de nouvelles stratégies marchandes, lancées par les constructeurs, dont les intentions ne sont pas forcément de même nature que celles qui nous réunissent ici, ou du moins qui, au départ, ne sont pas dans un rapport direct avec les besoins de l'école. Les tablettes, ne l'oublions pas, ont été conçues pour des usages grand public au départ, non pour des usages scolaires, comme beaucoup d'outils pédagogiques d'ailleurs, il faut le rappeler. Donc, en les incorporant à nos pratiques scolaires, nous ne devons pas oublier qu'elles sont porteuses, comme toute technologie éducative, elles sont porteuses de valeurs, elles sont porteuses d'intentions, elles sont porteuses de modèles et d'idéologies. Il est important de faire en sorte que ces valeurs et que ces modèles rencontrent les finalités que nous nous sommes données pour notre école, si tant est que nous soyons capables de définir ces finalités et de les hiérarchiser aussi. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous aujourd'hui? Est-ce l'individualisation ou la personnalisation des parcours, comme on l'a dit? Est-ce l'éducation aux médias ou l'acquisition d'une culture numérique, d'une information literacy, comme on l'entend souvent, qui serait en amont de tous les apprentissages? Est-ce que c'est la mise en place de pratiques collaboratives et participatives qui redéfinissent les contours et les fonctionnements de la société? Est-ce que c'est la prise d'autonomie de l'élève face au savoir? Est-ce la mise en évidence, comme on l'avait repéré avec l'utilisation des écrans d'ordinateur, la mise en évidence, la mise en visibilité des processus ou des mécanismes d'apprentissage qui permettent une réflexivité sur ce que l'on est en train de faire et sur ce que l'on apprend, qui permettent aussi un recul critique sur soi? Est-ce que c'est l'accès à la culture, aux ressources culturelles et l'ouverture sur le monde extérieur? Vous voyez que là, nous sommes dans des conceptions, dans des visions, dans des schémas qui constituent un système de valeurs pour le scolaire, pour l'école, propre à notre idéologie scolaire d'aujourd'hui et qui, en tout cas, doit déterminer des choix pédagogiques, bien sûr, mais aussi des choix d'outils qui devraient nous permettre de mettre en œuvre cette idée qu'on a de l'école. Alors, on nous dit les ventes de tablettes ont explosé en un an, le secteur éducatif est terriblement touché, fortement touché par ce phénomène, comme du reste le secteur de la culture et des médias d'information. Le problème, c'est que le renouvellement des outils est beaucoup plus rapide que la capacité de réflexion, de prise de recul, de formalisation aussi nécessaire à la mise en place de pratiques pédagogiques et par le système éducatif. Les produits industriels, on le sait, sont programmés pour être périssables. Bernard Stiegler parle d'obsolescence programmée. À peine avons-nous le temps d'absorber une technologie qu'une nouvelle technologie la rend obsolète. Vaut-il donc la peine, et c'est la question que se posent les responsables du ministère, vaut-il la peine d'investir des moyens, de former les enseignants, de réorganiser nos lieux et nos temps d'apprentissage? La seule démarche possible, c'est celle que le ministère a choisie, que nous avons tous choisie, c'est une démarche d'expérimentation prudente, de tâtonnement, d'observation pragmatique, qui consiste à repérer les possibilités nouvelles offertes qui émergent de l'usage de ces outils, sans préjugés ni rejet,
en évitant évidemment toute forme d'enthousiasme ou de fétichisme. Je crois qu'il faut tenter de lire en creux, dans cet engouement qui gagne les élèves et parfois les professeurs, ce que cela révèle en termes de besoins, d'attentes, d'aspirations de l'école, de renouvellement de nos relations, de notre relation au savoir, ce qui donc est intéressant de favoriser, d'améliorer à cette occasion dans nos pratiques pédagogiques. C'est-à-dire quelles mutations sont à l'œuvre, mais surtout dans quel sens nous souhaitons infléchir ces évolutions pour les faire correspondre aux objectifs que nous nous sommes fixés. C'est dans cet esprit qu'un certain nombre d'académies qui sont représentées ici se sont engagées dans les expérimentations, je le crois. Leurs expériences vont faire l'objet de présentations pendant ces 2 jours. Et par ailleurs, une étude de l'IFE, commandée par la DGESCO, je crois, va permettre de présenter également les premiers résultats d'une enquête menée à partir de ces expérimentations en académie. Donc, puisqu'il s'agit d'expérimentation, la première chose à observer, c'est la manière dont les élèves s'approprient ces supports. Il est clair, on l'a dit, donc je vais passer très vite là-dessus, que les tablettes ont elles-mêmes des caractéristiques, des fonctionnalités qui facilitent certaines activités en classe. On a dit leur légèreté, on a parlé de leur compacité, de leur autonomie énergétique, de leur rapidité de prise en main et de connexion à l'Internet, en Wi-Fi de plus en plus, la navigation digitale intuitive, la variété des applications proposées, tout est fait pour séduire l'élève et déstresser les professeurs, ce qui est important. En tout cas, désamorcer les résistances ou les craintes des uns et des autres. Mais les 2 caractéristiques les plus évidentes sont, comme l'a dit Jean-Marc Mériot, que ce sont des objets mobiles et des objets tactiles avec lesquels on noue une relation très personnelle, voire sensorielle, multisensorielle. Ce contact direct avec l'écran qui se fait sans l'intermédiaire du clavier et de la souris, faut-il le regretter? Le DGESCO disait tout à l'heure, il faudra sans doute rajouter des périphériques, un clavier. Non, c'est peut-être précisément parce que la tablette se passe d'intermédiaire qu'elle est intéressante, en tout cas qu'elle intéresse. Et il faut ajouter à cela la multiplicité. Alors, la multiplicité des fonctions de l'appareil, qui est à la fois un appareil photo, une caméra, un enregistreur, un baladeur, un écran vidéo de télévision presque, une liseuse, une messagerie électronique, bref. Tout cela, évidemment, facilite la personnalisation et la réponse à des besoins particuliers, spécifiques. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons avoir une table ronde ce soir très intéressante sur l'utilisation des tablettes pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il semble que dans ce cadre-là, la tablette soit particulièrement efficace. Il semble aussi, je l'ai dit tout à l'heure, que la tablette renoue avec des imaginaires plus traditionnels, le format de l'ardoise, et c'est le titre de ce colloque, le stylet ou le doigt pour écrire ou effacer, le format de l'écran qui se rapproche de la page d'un livre et qui se prête à toutes sortes de manipulations. Enfin, et contrairement à l'ordinateur, la tablette est un objet qui ne fait pas écran. Il faudra réfléchir à cette question d'écran. On a le sentiment, quand on voit, vous allez le voir cet après-midi dans les vidéos d'usage qui ont été faites, on voit que la tablette permet, on traverse l'écran. Elle est un lieu d'échange aussi et de négociation qui reste assez ouvert. Toutes ces caractéristiques, on peut le dire comme moi, sans être expert du tout du numérique, toutes ces caractéristiques facilitent une prise en main de l'outil. Alors, juste un mot sur la question de prise en main de l'outil, parce qu'on entend ça assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, prise en main? Ça signifie simplement l'exécution de certaines tâches, la prise en main. Or, une tâche, c'est au mieux un geste procédural, mais pas encore une compétence. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Il faut qu'une tâche s'insère déjà dans une activité construite donc, par le professeur. Et que cette activité elle-même s'inscrive dans un scénario plus large, une séquence pédagogique, pour qu'elle prenne sens et pour
qu'elles se transforment en compétences. C'est bien dans la rencontre entre un projet pédagogique qui définit son objet, capable de définir son objet, élaboré donc par le professeur, et les fonctionnalités ou bien les contraintes de l'outil, que s'effectue l'apprentissage et que se construit la compétence. Quand l'outil surdétermine l'acte pédagogique, on peut dire que quand l'outil définit trop étroitement les marges, les limites de notre intervention, le sens n'apparaît pas aux élèves. Il n'apparaît pas. Donc on est dans ce cas dépossédé. Inversement, il faut quand même qu'une pédagogie bien comprise puisse intégrer et exploiter les potentialités d'un outil. C'est dans cette tension-là, je pense, que nous devons interroger l'usage des tablettes. Pour fabriquer enfin des contenus et proposer des ressources, on ne peut faire l'économie de toute cette réflexion. Jean-Marc Mériot en a parlé. La tablette, tout comme l'ordinateur, est sans doute plus appropriée à certaines situations, à certaines activités qu'à d'autres. Et même si elle a été conçue a priori pour certains usages, il y a fort à parier, en tout cas je l'espère, qu'il y aura des détournements par les élèves de ces usages et par les professeurs en général de ces premières fonctionnalités. Le détournement, c'est aussi la pédagogie. C'est le lieu dans lequel se déploie l'ingéniosité, l'invention pédagogique, lorsqu'elle s'empare d'un outil, lorsqu'elle le plie à son projet, lorsqu'elle le transforme pour le mettre à sa main. Je suis convaincue que c'est à cet endroit que vient se loger l'esprit d'innovation, dans cette rencontre entre des potentialités et un projet qui soit capable de délimiter ses objets, et qui ne se laisse pas aspirer par ce siphon ou ce broyeur de la technologie. Je suis donc nous sommes par conséquent très impatients de voir et d'entendre, d'écouter les enseignants avant tout qui ont mené les expérimentations dans vos académies, dans leurs classes avec leurs élèves et qui vont nous les présenter pendant ces 2 journées. J'attends pour ma part beaucoup de ces échanges et j'espère que nous pourrons, à l'issue de ce colloque, apporter au ministère des éléments concrets, aux décideurs aussi, aux collectivités qui financent ces matériels, en définissant des objectifs et en identifiant des perspectives qui sont ouvertes par ces tablettes numériques du point de vue de la pédagogie. Je vous souhaite donc à tous un bon séminaire et vous remercie.